2022 avec cette 260e vidéo. J'en arrive dans le domaine qui me passionne le plus, qui est l'astrophilosophie, à la notion d'équation permettant de résoudre les mystères de l'univers. Alors, je pose ici une hypothèse, ce n'est pas interdit. Rien ne dit que cette hypothèse est valide, rien ne dit qu'elle ne l'est pas. Il est simplement intéressant ici d'y réfléchir. Alors, qui dit équation, dit variable et dit inconnu, bien entendu. Et concernant les mystères de l'univers, il y a un certain nombre de variables, de la même manière qu'il y a un certain nombre d'inconnus, qui ne sont, somme toute, pas si nombreuses qu'on pourrait le penser. Même s'il y en a malgré tout un certain nombre. Alors je ne vais pas m'amuser ici à les dénombrer en faisant le listing de tout ce qui est possible. Dieu existe-t-il? Dieu n'existe-t-il pas? Voilà une hypothèse. Et il y en a bien d'autres. Donc l'intérêt ici n'est pas d'aborder le problème sous cet angle. La question est tout simplement de savoir si cette équation existe et dans ce cas-là, si elle a une solution. Je travaille depuis très longtemps sur ce sujet-là et je suis persuadé qu'il y a une solution. Je vais donc soumettre ici l'hypothèse qui est la mienne et que j'aborde déjà depuis un certain temps dans différentes vidéos. Cette vidéo est donc la synthèse de toutes les vidéos précédentes sur le sujet. Première hypothèse. Il n'est pas dit que l'apparition de la vie organisée telle que nous la connaissons sur Terre ne soit pas unique. En ce sens qu'elle demande tellement de paramètres très improbables qu'il est possible que la suite de paramètres ayant permis la vie organisée telle que nous la connaissons sur Terre ne se soit jamais produite ailleurs dans l'univers. Il est possible qu'étant donné le nombre infini de possibilités, la vie soit apparue ailleurs, mais il est également possible que celle-ci demande un nombre tellement énorme de coïncidences que ce nombre de coïncidences précis soit totalement unique et que la vie n'existe donc que sur notre planète. Ceci est l'explication sous-entendue par le paradoxe de Fermi. Cette équation pose la question de la vie en son tout, qui comporte donc la vie terrestre, la vie dans l'au-delà ou dans un au-delà éventuel, et également la vie divine des déités ou des dieux ou de Dieu, selon de quelle civilisation et à quelle époque on pose le problème. Cette équation pose donc le problème en termes généraux et non pas spécifiques d'un type de vie. Il pose la question de la vie dans sa globalité. Je soumets donc ici l'hypothèse qui me paraît permettre d'amener la présente équation à son terme, car je pense qu'elle peut être menée à son terme. Alors je sais bien que les explications que je donne ici ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, non pas par manque d'intelligence ou par manque de connaissance ou de culture, mais tout simplement parce que lorsque l'on approfondit un sujet pendant très longtemps, celui-ci devient clair, alors qu'il ne l'est pas forcément pour d'autres personnes qui n'ont pas travaillé autant le sujet que nous-mêmes l'avons travaillé. Donc il n'y a pas de prétention à avoir du fait d'aborder quelque chose qui peut paraître très compliqué aux autres. À partir du moment où je travaille personnellement ce sujet depuis de très nombreuses années, il n'y a peut-être personne d'autre qui l'aura autant travaillé que moi. Je reprends donc les bases de cette explication que j'ai déjà abordée dans un certain nombre de vidéos, comme je l'ai dit précédemment. La vie, pour se développer sur Terre, a demandé un certain temps pour atteindre un premier stade d'évolution monocellulaire. À partir de ce stade monocellulaire, qui veut donc dire qu'une cellule contient une membrane plasmique la séparant
du monde extérieur, puis un noyau qui lui a permis de développer un code génétique, donc une ADN, puis tout le système de respiration intracellulaire séparant cet organisme de l'extérieur. Nous arrivons déjà à un premier stade de vie organisée. C'est ce premier stade qui est le plus difficile à atteindre. Car une fois que celui-ci est atteint, il ne suffira aux cellules qu'à se multiplier pour ensuite s'agréger entre elles et former des organismes pluricellulaires. Et donnent donc des organismes à part entière dont les cellules sont totalement différenciées. La première question est donc de savoir combien de temps cela a demandé pour que les premiers organismes monocellulaires apparaissent sur Terre. Pour cela, nous avons les plus vieux fossiles qui permettent d'en attester, qui datent de 3,8 milliards d'années. Sachant que la Terre a 4,5 milliards d'années et que la vie sur Terre n'est considérée possible, encore faut-il savoir ce que l'on entend par vie, depuis 2 milliards d'années, alors que nous disposons de fossiles monocellulaires retrouvés au Groenland qui datent de 3,8 milliards d'années, à une époque où la Terre n'était pas habitable. Et pourtant, elle l'était pour ces organismes très primitifs qui ont quand même survécu dans un contexte extrêmement hostile, puisque la Terre venait de se détacher du Soleil depuis peu de temps finalement, puisqu'il s'agit d'environ 600 millions d'années, ce qui est peu, mais que cela avait dû suffire pour que ces organismes monocellulaires commencent à s'organiser, et pour qu'ils s'organisent, il fallait forcément qu'il y ait de l'eau à l'état liquide. Donc cela a tout d'abord demandé à ce que la Terre se refroidisse suffisamment pour qu'elle atteigne une température où l'eau était disponible sous son état liquide, pour qu'ensuite, dans ce bouillon de culture, des organismes monocellulaires puissent commencer à apparaître. Nous avons donc la preuve de l'existence de ces organismes monocellulaires qui existaient il y a 3,8 milliards d'années au Groenland. Et comme je l'ai déjà dit très souvent, si on considère que la vie extrêmement primitive met 1 million d'années pour se structurer, s'organiser jusqu'au stade où nous sommes arrivés, ceci étant bien entendu une évaluation. Il pourrait très bien s'agir de 2, 3, 4, 5 ou 10 millions d'années, cela reviendrait au même. Parce qu'en réalité, l'hypothèse est très simple, et qu'à partir de cette hypothèse-là, nous pouvons donc imaginer, sans que cela réfute l'existence ou pas d'un Dieu qui nous dépasserait tous, le fait que des organismes vivants étant arrivés à un degré de développement nous dépassant et pu se disperser tout d'abord dans notre système solaire, puis notre galaxie, puis à l'extérieur de notre galaxie, et pu continuer à évoluer en très peu de temps. Puisqu'à partir du stade où nous nous trouvons, 10 000, 20 000 ou 50 000 ans suffiraient largement pour que nous atteignions un stade d'évolution, à supposer que nous ne nous autodétruisions pas, correspondant à l'idée que nous avons des dieux, des déités, ou de notre Dieu, les dieux de la mythologie qui venaient rendre visite aux hommes sur leur char céleste, qui faisaient des flammes et beaucoup de vacarme, pourrait très bien correspondre à une société à peine plus évoluée que nous ne le sommes. Donc si l'on imagine une société arrivée au stade d'évolution où nous nous trouvons, nous, qui continue à évoluer pendant un tout petit million d'années, voire 10, voire 100 millions d'années, il est tout à fait compréhensible que toutes les limites que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas sont dépassées. Et qu'à partir de ce moment-là, ce que nous appelons Dieu peut très bien correspondre à ces personnes-là, issues de ces civilisations, elles-mêmes issues de notre monde. Elles peuvent très bien être présentes autour de nous, invisibles à nos yeux et à nos différents moyens de perception,
tout en étant passé par le stade où nous nous trouvons voici plusieurs millions, voire milliards d'années. Cette équation qui demanderait à être véritablement approfondie mènerait à une véritable explication de la vie dans sa globalité, jusqu'à un certain stade. Car bien entendu, nous ne nous trouvons ici qu'à un tout petit niveau en réalité, qui est le niveau de l'expiration de notre univers. À partir du moment où il y a un Big Bang, il y a forcément un Big Crunch, et ce qui donne donc ce mouvement d'expansion puis de rétractation de l'univers, qui nous place peut-être nous-mêmes à l'intérieur d'un trou noir, comme cela est suspecté. Le niveau auquel je me place dans cette équation est donc malgré tout qu'un premier petit niveau qui n'explique qu'une partie de notre vie, c'est-à-dire la vie dans notre dimension, dans notre univers. Nos dimensions étant réduites dans cette équation à une seule première dimension, à partir du moment où on peut se placer à un autre niveau, le niveau du Big Bang et du Big Crunch, qui serait quant à lui un deuxième niveau et donc une deuxième dimension. Donc, lorsque je parle de dimension à notre niveau, bien entendu, j'englobe les 11 dimensions que nous connaissons comme étant une dimension correspondant à notre vie au stade où nous nous trouvons. La question qui se pose ensuite est de savoir quel est l'intérêt de réfléchir et peut-être résoudre cette équation. Et en fait, c'est très simple. À partir du moment où il existe au moins une civilisation qui nous a précédés et qui a un stade d'évolution tellement supérieur au nôtre que nous préférons ici ne pas l'imaginer. Cela veut donc dire qu'il y a peut-être non pas une strate, mais très probablement plusieurs strates d'évolution. Cela veut donc très probablement dire qu'il existe plusieurs générations de civilisations humaines qui se sont développées, qui se sont disséminées dans notre système solaire dans un premier temps, puis dans notre galaxie, puis à l'extérieur de notre galaxie, qui ont très probablement résolu les différents problèmes posés par notre univers, en particulier les problèmes posés par l'espace et par le temps. Cela veut donc très certainement dire que l'espace et le temps, s'ils ne sont plus un problème pour eux, sont donc devenus des paramètres qu'ils maîtrisent totalement. Cela veut donc dire qu'ils peuvent donc se déplacer dans l'espace et dans le temps, je devrais dire dans les différentes temporalités qui existent, à leur guise. Cela veut donc dire qu'ils sont présents autour de nous, qu'ils sont très certainement extrêmement nombreux, puisqu'une civilisation qui se développe en nombre et ne s'auto-détruit pas finit par avoir son nombre qui augmente de manière exponentielle. Il est donc plus que logique que nous représentions un tout petit nombre d'individus par rapport à ces sociétés dont les possibilités sont infinies. Cela veut donc dire que ces personnes sont très probablement avec nous en permanence, tout autour de nous, ce qui explique très certainement une foule de choses que nous ne comprenons pas dans notre monde, en particulier les présences que nous pouvons ressentir, les mythes et les légendes de fantômes, d'esprits, de revenants, qui ne sont que des explications que nous sommes aptes à donner du fait de notre méconnaissance. Et le point où je veux en arriver est qu'à partir du moment où l'on arrive à cette compréhension et cette conscience des choses, il ne reste plus qu'un stade à atteindre. Le stade où l'on entre véritablement en communication avec ces civilisations. Et pour cela, il s'agit de savoir comment communiquer avec elles. Ou plutôt, comment communiquent-elles? Car pour communiquer avec ces civilisations, forcément, il faut utiliser leurs moyens de communication et non pas les nôtres. Il faut donc réfléchir à l'évolution ultime
que peut avoir atteint la communication humaine pour imaginer comment ces êtres humains communiquent et peut-être tenter de communiquer avec eux avec succès. Si l'hypothèse de base est juste, l'hypothèse à l'arrivée est juste aussi. Et encore une fois, on en revient au fameux pari de Pascal, qui consiste à dire que de toute façon, il y a deux possibilités. Soit l'hypothèse est juste, soit elle est fausse. Si elle est fausse, on ne risque rien à se faire plaisir à réfléchir à toutes ces choses-là. Il n'y a rien à gagner, mais il n'y a rien à perdre non plus. Mais si jamais l'hypothèse est juste, ce qui à mon avis est le cas, il y a à gagner le fait de pouvoir passer de notre dimension terrestre à une autre dimension que nous appelons, vue de notre monde, au-delà, car nous imaginons cela comme étant la vie au-delà de la vie terrestre. Mais si nous réfléchissons bien aux exemples que nous avons dans notre histoire, il y a un certain nombre de cas qui font réfléchir. Quand on fait l'ascension, par exemple, de la Vierge Marie dans le ciel, bien entendu, cela est une référence où il est question de croire. Mais on a bien là une personne qui s'élève dans le ciel. Alors peut-être cela est-il qu'un tissu de mensonge. C'est possible. Mais c'est aussi possible que cela soit réel. Du fait d'une intervention que nous, voyant les choses de notre monde, interprétons comme divine. Mais si nous nous extrayons de cette logique, il y a une foule d'exemples de ce type dans les différentes cultures, les différentes civilisations de l'Antiquité. Pour rester proche de nous, on peut prendre l'exemple du Christ, qui est mort, ressuscité, malgré ses blessures. Cela fait quand même réfléchir. Encore une fois, on peut considérer qu'il s'agit de mythes et de légendes. Mais on peut tout aussi bien considérer qu'il s'agit de quelque chose qui a véritablement eu lieu et qui a donc forcément une explication que nous n'avons pas, ce qui explique que nous ayons donné une explication divine à cela. Tout comme les premiers hommes donnaient certainement une explication divine à l'apparition de la foudre ou du feu. Avec cette vidéo, j'ai donc fait une synthèse de cette équation depuis le début du premier postulat jusqu'à la fin, c'est-à-dire la finalité, l'aboutissement de cette équation. Et bien entendu, je ne fais donc pas cette vidéo pour être compris. Je ne la fais pas pour qu'elle soit comprise. Je la fais pour qu'elle existe, comme toutes les vidéos que j'enregistre d'ailleurs. Tout d'abord pour moi, car elles me servent de base pour continuer à travailler. Éventuellement pour quelques autres personnes qui sont éventuellement interpellées par ces questions que je soulève ici. Et je sais qu'il y en a quelques-unes. Mais je dirais surtout que cela est intéressant pour la postérité à partir du moment où cela permettra de prouver que l'humain était capable de se poser ces questions-là. Alors encore une fois, quand je dis ça, cela peut paraître prétentieux et paraître vouloir dire que je me pose des questions que les autres ne sont pas capables de se poser. Alors que non, encore une fois, je me pose ces questions-là parce que cela est un aboutissement de longues années de lecture, d'études de différentes civilisations, différentes philosophies ayant existé dans différentes civilisations, me permettant d'aboutir à ce résultat qui est le résultat que j'avance aujourd'hui. Mais cela ne demande en rien une intelligence que ne posséderaient pas les autres. Pendant que je me suis intéressé à cette question-là, d'autres se sont intéressés à d'autres questions pour lesquelles ils ont des réponses que je n'ai pas. Pour ma part, la question sur laquelle je me penche depuis très longtemps se résume en quelques mots très simples. Si nous sommes en vie, ici, sur Terre, il y a peut-être une raison. Et dans ce cas-là, si raison il y a, elle peut donc forcément être trouvée et donc expliquée. Et si cela n'est pas fait, c'est simplement parce que nous avons une vue qui est obscurcie par l'étroitesse de notre monde, de ce monde dans lequel nous vivons, qui ne nous permet de voir que les choses d'une certaine manière, sous un certain angle. Il faut donc s'efforcer de sortir de ce monde dans lequel nous vivons, de ce contexte dans lequel nous sommes,
pour arriver à comprendre d'une manière hors contexte, car la grenouille au fond de son puits ne peut pas comprendre le monde dans lequel elle vit. Elle arrive à comprendre le contexte dans lequel elle se situe, c'est-à-dire le puits dans lequel elle se trouve, mais elle ne comprend pas le puits dans le monde dans lequel il se trouve. C'est la même chose pour nous. Nous nous trouvons dans un trou, dans un contexte étriqué, restreint, qui nous empêche de voir les choses dans leur globalité. Et pour réussir à les voir dans leur globalité, il faut donc s'extraire. C'est donc la synthèse que je livre ici avec cette vidéo, qui est donc principalement enregistrée pour moi-même, à titre de brouillon de différents autres travaux que je mène, mais également pour d'autres personnes qui s'y intéressent, mais surtout aussi, comme je le dis assez souvent, pour des générations futures et civilisations futures, tout en espérant avancer dans la compréhension de ce mécanisme, car cela peut nous permettre, individuellement dans un premier temps, de rattraper cette dimension qui nous dépasse et à laquelle nous pouvons prétendre avoir accès à partir du moment où nous l'avons entrevue et où nous l'avons comprise. Car tant que le poisson rouge ne prend pas la parole pour me dire « Hello coucou, je suis là, je parle, et je sais que vous êtes là », forcément, on ne va pas lui répondre. Or, le poisson rouge, dans ce contexte-là, c'est nous. Donc à nous de comprendre comment nous pouvons communiquer pour communiquer, effectivement, avoir des réponses et voir une évolution très intéressante à notre vie, tout simplement.